c'est exactement le moment où je regardais l'image de Tsunami. Donc c'était le jour même, c'est-à-dire c'est le 11 mars, le soir, enfin le soir à Paris. Donc c'était en fait en pleine nuit au Japon. Parce que c'était, je regardais donc la NHK transmis par internet, et à un moment donné il y a le présentateur donc, qui commence à déjà à énumérer le nom de la liste des morts, et puis à un moment il hésite sur la lecture de noms qui sont écrits en kanji. Et puis ils lui disent peut-être monsieur un tel, peut-être. Et il essaye plusieurs lectures. Et ça m'a tellement marqué, c'est-à-dire que en général, on vous appelle par votre nom, et si la lecture n'est pas bien, on vous corrige, enfin la prononciation n'est pas bien, on vous corrige. Et donc quand vous êtes vivant, votre nom est bien prononcé. Les morts aussi c'est pareil, les noms des morts sont bien écrits avec la prononciation comme il faut. Et cette hésitation, ce trouble de noms propres lors de catastrophes, lors d'une catastrophe, m'a tellement choquée que je me suis dit qu'il faut en fait que j'écrive quelque chose. Ce que je pouvais faire, c'est d'apporter le témoignage de quelqu'un qui est dans la catastrophe. Mais je pense pas que c'est l'acte de reconstituer ou bien de dire la catastrophe. Parce que quand on est dedans, on ne peut pas être le sujet de discours pour parler de la catastrophe. Je pense que je vois ça comme ça, qu'il y avait une catastrophe et que j'étais dedans, enfin comme les autres. Et puis j'écrivais tout ce qui était autour, mais je ne sortais pas de catastrophe. Donc même bien que j'étais à l'extérieur du territoire japonais, je n'étais pas extérieur d'une catastrophe pour parler de la catastrophe comme ça. On en a connu, enfin je n'ai pas vécu personnellement, mais on en a connu, mais je regardais toujours de point de vue intérieur, et maintenant, cette fois-ci, j'ai vécu voilà, extérieur, enfin en étant à l'extérieur. Je pense que c'était aussi ça qui m'a beaucoup donné en fait envie, et bien de la nécessité de dire quelque chose. À ce moment-là, tout le monde avait envie de comprendre ce qui se passe au Japon, mais on ne comprend pas. Et donc, en fait, on accroche à l'image qu'on avait déjà pour avoir les clés. Et tous les clichés, enfin, on n'a pas raté tous les clichés qu'on pouvait avoir sur le Japon est apparu. Et c'était même, en fait, spectaculaire, quoi. Enfin, maintenant, je peux m'amuser comme ça, mais ça m'a... Au début, en mois de mars, ça m'a beaucoup agacé. Puis, elle m'a fait peur de savoir si le Japon aura de nouveau cette image des clichés des Asiatiques, et que les Français se contenteront de garder toujours cette image de ça. C'est vrai que c'était, je pense que la hantise de beaucoup de Japonais habitant en France ou bien à l'étranger. La réapparition de clichés m'ont fait comprendre, j'en parle à un moment donné avec lors du passage de conversation que j'ai eue avec Atik Raimi, de ce que c'est qu'être obligé de discours. Parce qu'à ce moment-là, je pense que ce qui m'a agacé, ce n'était pas seulement les réapparitions de clichés, parce que les Français disaient aussi la vérité, peut-être plus de vérité. Concernant par exemple, la centrale, ils avaient plus de vérité, ou bien plus d'informations peut-être. Enfin, en tout cas, ils ne cachaient pas. Mais je pense que la gêne
venait aussi du fait que les gens parlent de nous. Les gens croient avoir le droit de parler de nous, ce qui, enfin, les gens ont le droit, mais, et c'est ce que je faisais, chaque fois qu'il y a des actualités sur ce qui se passe dans d'autres pays, lors du dîner, on parle avec les amis, on croit avoir un mot à dire sur un tel événement. Mais en fait, quand on est être obligé de ce genre de discours, même si tout ce qu'on dit est vrai, on est gêné. Fukushima et Hiroshima. Donc, parce que ce sont deux choses complètement différentes. C'était une bombe et puis ce n'était pas un accident et que ce n'était pas nous qui avons voulu en fait avoir cette bombe, alors que pour la centrale c'est quand même les Japonais qui avons construit la centrale. Nous avons en fait une part de responsabilité, nous les Japonais tous. Mais malgré cette différence de nature de deux événements, quand même, il y a un lien. Hiroshima, tout le monde pense que c'est quand même incroyable qu'un pays qui a eu la bombe atomique peut faire la même bêtise, enfin pour recommencer la même bêtise, mais en même temps, je pense que c'est exactement parce qu'il y avait le Hiroshima que ce mot Hiroshima a été utilisé après la guerre pour justement développer les constructions des centrales. Parce que les hommes politiques ont utilisé ce mot de Hiroshima comme symbole de mal qu'on peut faire avec l'atome. Donc c'était pas bien d'utiliser l'atome pour tuer les gens. Donc on va trouver une solution plus pacifique pour utiliser l'atome. Mais voilà, les centrales, c'est très bien, ça fait voilà, ça fait du bien à tout le monde. Donc je pense qu'en fait le Hiroshima a été aussi utilisé. C'est pas la faute aux Iraniens, pas du tout. Mais c'est ce mot-là qui a été en fait finalement manipulé aussi pour générer le Fukushima. Donc je pense que, entre autres. Donc en fait c'était de savoir comment être au présent à la veille de quelque chose. En fait ce n'est pas seulement la veille d'une catastrophe, c'est aussi pareil à la veille de la mort de quelqu'un. Enfin, si on regrette toujours après la mort de quelqu'un, c'est qu'on ne peut parler que de façon rétrospective. On a toujours envie de revenir à la veille. Enfin, on a toujours, je pense, un événement sur lequel on voulait revenir à la veille de quelque chose, mais en vivant au présent. Et je pense que si, de toute façon, ce n'est pas possible, enfin, possible dans la réalité. Et donc, si il y a seulement une solution ou bien un moyen de faire, c'est peut-être de faire dans la littérature. Mais je n'ai pas encore la réponse de comment on peut écrire la veille comme vécu au présent. Comment on peut écrire la veille au présent? Je pense que ça c'est... J'ai toujours envie de décrire, bon peut-être le prochain livre, on revient peut-être dans 30 ans, mais je garde ça comme un vœu. Par exemple, on est souvent admiratif, par exemple, des gens qui ont attrapé une maladie incurable et qui, en fait, malgré la difficulté, font plein de choses. On dit, ah oui, nous, on ne pourrait peut-être pas faire ça. Mais pour ces gens-là, par exemple, pour ces malades, bien sûr, il y a la maladie qui l'accompagne, mais ça n'empêche pas de vivre sa vie quotidienne, que ça n'empêche pas d'avoir une envie de faire quelque chose, un plaisir. Et je pense que c'est pareil pour les Japonais, enfin non seulement pour les Japonais, parce qu'il y a beaucoup de
de pays qui... enfin, beaucoup de gens qui vivent dans des conditions naturelles assez difficiles. Et je parle aussi dans ce livre que ce n'est pas une fatalité, justement, c'est comme quelqu'un, soit qui doit vivre avec une maladie, ou bien avec un handicap. Petit à petit, bien sûr, on se plaint parfois, et puis on n'est pas heureux, mais on s'habitue à faire avec. Et on peut avoir la joie de la vie, même avec la difficulté. Ça, c'est ce que j'ai raconté dans le livre. Mais je pensais que ce n'était pas un hasard. Ça ne veut pas dire que les poètes sont des prophètes, ils prédisent des choses. Non, pas du tout ça. C'est que de toute façon, il y a beaucoup d'écrivains. D'une part, il y a beaucoup d'écrivains et des artistes qui sont préoccupés par ce thème de catastrophe, ou bien de l'événement irréversible qui nous arrive et comment faire avec, et puis aussi, donc, y compris ce problème de quelle temporalité prendre après un événement. Je pense que, quelle que soit la nature de l'événement, que ce soit la catastrophe naturelle, ou bien l'événement politique, ou bien la mort d'une personne, je pense que c'est un thème qui nous préoccupe en fait souvent en étant écrivain ou artiste. Donc on pense en fait constamment, on est toujours en fait préoccupé par ce problème-là. Et par ailleurs, les catastrophes, il arrive finalement assez souvent. Quand on pense seulement aux catastrophes qui nous concernent, ça n'arrive pas tous les jours, mais il y a des catastrophes même naturelles dans l'année où quelque part, en fait, dans le monde, dans les autres pays, simplement, comme on n'est pas concerné, on a l'impression qu'il n'y a pas autant de catastrophes. Mais on est toujours entre avant et après, et que donc ce n'est pas un hasard. Oui. Je pense que cette catastrophe a généré beaucoup de questions sur l'image, et aussi sur le fait de devoir ou bien ne pas pouvoir voir. Parce que déjà, il y a cette question de radioactivité qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, donc qui n'est pas palpable à notre perception, mais qui peut faire des dégâts, ou bien on ne sait pas, et qui fait peu peur. Aussi, après, il y a cette partie du territoire qui est devenue la zone, qui est donc autour de Fukushima, que maintenant il y a une zone qui est interdite d'entrée, donc on ne peut qu'imaginer sur ce qui se passe. Je pense que c'est aussi ça que ça fait plus peur, parce qu'on ne peut pas, par exemple, ce n'est pas comme s'il y avait un incendie dans une usine, que les gens peuvent voir le dégât et la reconstruction. Même les Japonais ne peuvent pas voir ce qui se passe à Fukushima, et même à l'intérieur, et aussi à l'extérieur aussi. Donc il y a une zone qui est devenue comme objet d'imagination. C'est une terre, c'est une zone qui existe, enfin sur la carte, mais qui est inutilisable et qu'on ne peut pas accéder, mais de là qu'il y a quelque chose qui est invisible encore, qui sort, et en fait, donc c'est des fantômes en double sens, parce que ce territoire maintenant est inexistant, enfin inexistant parce qu'on ne peut plus l'utiliser, et qu'il y a quelque chose de invisible qui sort. Et d'ailleurs, moi je suis assez curieuse de savoir ce qu'on va mettre sur le plan, que je ne sais pas comment on appelle ça, l'Institut géographique, enfin l'équivalent de
l'Institut, je ne sais pas, de géographie, quelque chose, en fait, qui publie le plan du Japon officiel, disons, tous les ans. Je voudrais bien savoir comment ils vont mettre à côté de enfin, cette zone qui est Fukushima. On va pas rayer de la carte, mais en même temps, cette zone a eu maintenant un statut tellement voilà, fantomatique. Cette zone est devenue fantôme. Cette zone, on ne voit pas, et il y a quelque chose voilà, de fantomatique qui dégage de là. Et qui continue en fait, à dégager de là. Je pense que le problème est complexe. En ce moment, en fait, les photographes, artistes plasticiens, ils vont massivement en fait, pour prendre des photos. Donc à la fois on est entre donc, ce qui est invisible et cette peur de l'invisible et donc cette envie ou bien la nécessité de voir et aussi je pense que nous, enfin, j'avoue que quand on m'avait parlé quand un photographe m'a parlé de sa visite dans une de ces zones, j'avoue que j'avais envie d'y aller, de voir ce qu'ils... voilà. Et donc, nous, les artistes, on n'est pas des gens bien. On a une vie parfois noire de savoir sur tout ce qui se passe, même si peut-être c'est pas bien de montrer, c'est pas bien de voir, on ne sait pas, mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs couches comme ça de côté invisible, visible, envie de voir, ou bien envie de ne pas voir. Et je pense que c'est encore presque un sujet d'un autre livre. Il y avait quelque chose que je n'ai pas pensé, où je n'ai pas souhaité au moment où j'ai fini le livre. C'est que finalement on n'a pas trouvé des milliers de corps des gens. Et du coup, donc il y a ce fantôme qui est la centrale, la zone, et ce fantôme qui est la radioactivité, et il y a ces corps qu'on n'a pas trouvés. Peut-être, on ne sait pas où. On ne sait pas où. Et en mois de août, il y a l'équivalent de Toussaint chez nous, où on dit que l'âme des défunts reviennent sur Terre et passent une semaine de vacances. On ne sait pas on ne sait pas le statut de ces gens dont on n'a pas trouvé les corps. Et je pense que c'est pour ça cet été était pour nous, enfin je ne suis pas croyant, mais en fait, je pense qu'on était vraiment hanté par les fantômes de toutes sortes, enfin parce qu'un pays qui n'est pas en guerre et qui a des milliers de corps qu'on ne trouve pas, qui justement, excuse-moi de dire une chose qui est peut-être un peu choquante, mais est peut-être mangée par les poissons. Du coup, en fait, on n'a pas envie de manger les poissons pour plusieurs raisons. Enfin, pardon, je vous fais passer cette partie, mais en fait, il y a beaucoup de disparus, donc des noms propres tronqués, des corps qu'on ne trouve pas, ou bien les corps qu'on peut trouver peut-être, mais qu'on ne peut pas y aller parce que c'est à côté de la zone, donc je pense que la question de l'image, de l'invisibilité, il est au cœur de cette catastrophe. Le livre a fatalement une fin, et fatalement la réalité n'en a pas. Un livre qui traite d'une catastrophe, un livre sur une révolution, s'interrompt pas forcément au milieu, mais aussi le contenu court au-delà des événements. Parce qu'une catastrophe, une révolution, une guerre ne sont jamais terminées au moment où elles s'achèvent et se propagent encore longtemps. Cette chronique ne peut donc pas se terminer.
et ne peut qu'être interrompu. À ce livre, il manquera toujours une suite. La suite de la réalité, qu'il soit tragique ou heureuse. Au bout du compte, je ne suis pas parvenue à donner une fin heureuse à ce livre, puisque la fin n'existe pas.